Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais parler de mon déficit immunitaire. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très très longtemps, enfin depuis le début de ma chaîne, et j'ai toujours hésité parce que je savais pas trop comment aborder le sujet. Alors mon but dans cette vidéo n'est pas de me plaindre, c'est pas d'avoir des ouin ouin dans les commentaires. Mon but c'est plutôt de faire connaître cette maladie pas tellement connue. Donc je me suis dit qu'en faire une vidéo ça pourrait être sympa et puis ça permet aussi avec d'autres personnes qui ont des déficits immunitaires mais d'échanger et de parler de nos expériences. Donc je trouve que c'est une vidéo qui peut être intéressante pour des personnes qui ont un déficit immunitaire et ça peut aussi être intéressant pour des personnes qui ne connaissent pas cette maladie. Pour ma part, j'ai un déficit immunitaire sévère. J'ai une production d'anticorps qui est présente. Mon corps fabrique des anticorps, donc ça c'est plutôt cool. Cependant, mes anticorps sont un petit peu mou du genou, quoi. C'est pas foufou. Donc en fait, niveau protection contre les virus, par exemple, c'est pas génial. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, on m'avait un peu expliqué que dans le corps, c'est un peu comme une armée, ça fonctionne avec des petits soldats, des petits trucs comme ça, des commandants, etc. Et moi, on m'avait dit, avec des mots simples, que l'état-major ne donnait pas d'ordre à mes anticorps et du coup mes anticorps ne savaient pas trop comment fonctionner. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 15 ans. Alors, techniquement, mon diagnostic a été fait avant, beaucoup plus tôt dans mon enfance. Mais je ne sais pas pour quelle raison les médecins n'ont jamais entamé de suivi par rapport à ça. Mes parents n'ont pas été mis au courant d'un éventuel traitement ou de quelque chose qui aurait pu m'aider. Je vous avoue que ça reste une partie un peu floue dans mon dossier médical parce que c'est écrit déficit immunitaire à je sais plus quel âge, mais quand j'étais assez jeune. Et malheureusement, il ne s'est jamais rien passé par rapport à ça, alors que ça aurait pu m'aider parce que par la suite, j'ai eu énormément d'infections qui sont parties en vrille en fait. Enfin, dans mon cas, quand je tombe malade, ça peut aller très loin. C'est généralement le cas des personnes qui ont un déficit immunitaire. Comme notre corps n'est pas capable de se défendre, eh bien, les maladies peuvent s'insinuer plus facilement et ça peut prendre des grosses proportions. Ça a été mon cas. À l'âge de 15 ans, j'ai eu une pneumopathie qui a été mal soignée. Donc une pneumopathie, c'est une infection pulmonaire. J'en avais déjà eu par le passé, notamment vers l'âge de 10 ans. Et on avait réussi à les soigner bien. Enfin, ça s'était bien passé. Et là, donc à l'âge de 15 ans, j'en ai refait une qui, malheureusement, ne s'est pas complètement, ça n'a pas été soigné comme il fallait en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que l'infection à l'origine de cette pneumopathie est allée se nicher dans des articulations. Donc j'ai eu la hanche gauche impactée et également l'épaule droite. Suite à ça et grâce à mes parents, en fait, j'ai été hospitalisée d'urgence à l'hôpital de Lille, puisqu'à l'époque on habitait dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai été hospitalisée pendant un mois, le temps que l'hôpital de Lille fasse tous les examens nécessaires. Ça a été une période très très compliquée dans ma vie, je ne vous le cache pas. Ça a été compliqué aussi pour mes proches. Je vous détaille pas tout ça parce que ça fera peut-être l'objet d'une vidéo prochaine. C'est lors de cette hospitalisation d'un mois que le diagnostic a réellement été posé, dans le sens où oui, vous avez un déficit immunitaire et il existe des solutions. On va pas vous laisser comme ça, on va pas vous laisser rentrer chez vous dans un état, enfin vraiment j'étais dans un état catastrophique. Et surtout le but c'était de préparer le après pour pouvoir être en bonne santé parce que à ce moment-là, donc j'avais 15 ans, j'étais au lycée. Il faut savoir que depuis plusieurs années maintenant, c'est le cas notamment au collège, j'allais chez le médecin tous les 15 jours. C'est-à-dire que j'étais constamment malade, j'avais constamment quelque chose. Alors c'était pas forcément des grosses choses à chaque fois, et heureusement parce que je pense que j'aurais pas tenu jusque-là. Et c'était un rhume par-ci, une bronchite par-là, des otites. Enfin, c'était franchement tous les 15 jours, j'allais chez le médecin, ou presque. Je pense que quand il se passait plusieurs semaines sans que j'y aille, c'était exceptionnel. Lors de cette hospitalisation et suite au diagnostic, on a mis en place, enfin quand je dis on, c'est l'équipe médicale, hein, c'est pas moi, on a mis en place un traitement. Alors, j'appelle ça traitement, mais en soi, ça ne va pas traiter mon déficit immunitaire, simplement parce que je l'aurai à vie. Il n'y a pas vraiment de solution, ou en tout cas, les solutions envisagées, elles le sont quand ça devient vraiment très compliqué et c'est des choses qui sont assez lourdes, type greffe de moelle osseuse, etc. Donc, c'est pas envisagé dans mon cas et j'espère que ça le sera pas parce que
Enfin, je préfère pas penser à ça pour l'instant. Et donc, à ce moment-là, un traitement a été mis en place. Donc, je dis le mot traitement, mais ce n'est pas pour traiter ce que j'ai. C'est plus en fait un booster d'immunité qui m'a été donné. Et honnêtement, ça m'a changé la vie. Ce booster d'immunité, en fait, ce sont des immunoglobulines. Donc, c'est des anticorps qui viennent du don du sang. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui donnent leur sang et qui peuvent donner leur sang parce que c'est pas juste une question de volonté. Parfois, malheureusement, pour des raisons médicales ou autres, on ne peut pas donner son sang. C'est mon cas. Bon, alors. Honnêtement, moi je suis à un poids plume, je suis minuscule, j'atteins pas du tout la barre des, je crois que c'est 50 kilos qu'il faut faire pour donner son sang. J'y suis pas du tout, loin de là, donc je ne peux pas donner mon sang, mais surtout avec en fait ce booster d'immunité, je suis, et surtout mon déficit immunitaire, je ne suis pas du tout éligible au don du sang. Donc je remercie toutes les personnes qui peuvent donner leur sang. Quand on pense au don du sang, on pense aux urgences qui ont besoin de don du sang. Donc évidemment, ça sauve des vies, mais ça sert aussi à fabriquer des médicaments et c'est mon cas. Donc moi j'ai un traitement qui est issu du don du sang. Donc je suis très touchée que des gens puissent prendre le temps de donner leur sang. Donc si vous pouvez, médicalement parlant, tout ça, eh bien n'hésitez pas à le faire parce que ça sauve des vies et ça améliore la vie d'autres personnes. Donc merci. Concernant ce booster d'immunité, donc je pense que dans le reste de la vidéo, je vais l'appeler traitement, même si je pense que vous l'avez compris, ce n'est pas un traitement. Ça ne va pas me guérir de mon déficit immunitaire, malheureusement. Ça peut arriver dans certains cas, on me l'avait dit au tout début, et c'est extrêmement rare en fait. Et dans mon cas, il y avait peu de chances que ça se produise. Donc voilà, ça s'est pas produit. C'était quand j'avais 15 ans, j'ai 30 ans. Ça fait 15 ans, il n'y a pas eu de changement par rapport à ça. Donc voilà, dans mon cas, je pense qu'il n'y aura pas de changement, mais ça peut s'améliorer chez d'autres personnes. Mais je vais néanmoins appeler ça traitement. La première dose m'a été donnée en perfusion, donc par intraveineuse, lors de mon hospitalisation, afin de voir l'effet. Ça permettait de voir directement si j'étais sensible ou pas. Il existe plusieurs molécules d'immunoglobulines, donc plusieurs formes de traitement, plusieurs administrations aussi. Et je me souviens que la première version qu'ils ont testée chez moi, ça a été une catastrophe. J'ai eu 40 de température et je tremblais. J'arrêtais pas de dire à ma mère que j'avais froid, qu'il me fallait des couvertures. Et je me souviens que j'étais bouillante au toucher. Je me souviens aussi que les effets sont arrivés très vite à partir du moment où on m'a mis la perfusion. Normalement, le produit passe en plusieurs heures. Là, je pense qu'au bout de même pas 10 minutes, j'avais déjà ces effets-là. Et là, les médecins ont dit, bon, bah, cette molécule-là, on l'arrête direct, vous la retesterez jamais. On va pas insister, hein, il est clair que le corps ne l'accepte pas. Donc ensuite, ils m'ont passé une autre molécule en perfusion. En fait, on fait des tests, hein, clairement. À partir de ce moment-là, il faut voir ce qui fonctionne chez la personne. Et dans mon cas, ça a été donc un test d'une deuxième molécule qui est très bien passé. Et ensuite, en fait, on m'a demandé si je voulais, pour ce traitement-là, passer par voie intraveineuse tous les mois ou faire de la sous-cutanée une fois par semaine. À ce moment-là, j'avais extrêmement peur des cathéters, des prises de sang, etc. J'ai réussi avec le temps à mieux accepter tout ce qui est prise de sang, pose de cathéter, etc. parce que c'est devenu entre guillemets mon quotidien et que j'ai bien compris qu'à partir du moment où je luttais, c'était pire en fait. Donc quand on m'a proposé ça, moi je suis directement allée vers la sous-cutanée parce que j'avais vraiment peur des cathéters. Je venais de passer un mois à l'hôpital avec voilà, un cathéter tous les jours où on devait le changer de place de temps en temps parce que mes veines ne tenaient plus. Enfin, en gros, ça m'a traumatisée à ce moment-là. Donc à partir du moment où j'ai demandé à ce que ce soit en sous-cutané, on m'a expliqué comment il fallait faire. Mes parents ont été formés. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais lorsque l'on m'a fait passer la molécule par perfusion, donc pas celle qui m'a donné de la température et tout ça, la deuxième, on me l'a passée, je sais plus si c'était dans l'après-midi ou fin d'après-midi, quelque chose comme ça. Et à l'époque, j'avais un appareil auditif à l'oreille gauche, donc l'oreille droite n'entend plus rien, donc elle n'était pas appareillée, mais j'en avais un à l'oreille gauche depuis un peu plus d'un an. Et je me souviens que ma mère, qui était avec moi dans la chambre, m'a demandé quelque chose. J'avais pas encore mis mon appareil, et là, je lui ai répondu. Et on s'est regardé. Et en fait, c'était... Ben, t'as pas ton appareil? Tu entends? Et enfin, vraiment incroyable. En même pas 24 heures, le traitement avait fait son effet
et j'entendais comme si j'avais l'appareil et je ne l'avais pas mis. Et je me souviens qu'on a pleuré. Et moi, j'ai pleuré, non pas de joie, mais de tristesse parce que l'appareil, j'y étais attachée en fait. Et que vu que j'entendais, j'en aurais plus besoin. Et donc, j'ai pleuré de tristesse parce que j'allais plus avoir mon appareil. Voilà. Bon, après, j'étais clairement hospitalisée depuis un mois à ce moment-là. C'était psychologiquement, c'était très dur. Donc, je pense qu'il y avait un peu trop d'émotions. Et voilà, j'ai surtout pleuré de tristesse. Et je crois même que je l'ai dit au médecin que j'étais déçue parce que j'allais plus porter mon appareil. Voilà. Suite à ce mois d'hospitalisation, je suis allée en centre de rééducation physique parce que comme je vous le disais, l'infection en fait avait atteint la hanche gauche et l'épaule droite et en fait à cause de la douleur, j'utilisais plus du tout ma jambe gauche et mon bras droit. Donc je suis partie en centre de rééducation physique pendant 6 mois. C'était une sorte d'internat. En fait, je rentrais chez moi le week-end parce que le centre était assez loin. Donc j'étais là-bas toute la semaine et je rentrais chez moi le week-end. Honnêtement, au tout début, j'avais pas envie d'y aller. Si on m'avait laissé le choix, j'aurais dit non, en fait. Et parce que je venais de passer un mois hospitalisée et que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, de retrouver ma famille, de retrouver ma chambre et tout ça. Et là, en fait, on m'a annoncé que oui, j'allais rentrer chez moi, mais qu'en fait, dans en gros 10-15 jours, j'allais partir dans un autre endroit où je ne serais pas chez moi. Et ça a été aussi très très compliqué. Et au final, au centre, ça s'est très bien passé. J'ai des tas d'anecdotes sur ce centre. C'était vraiment chouette. Je n'arrivais plus à lever mon bras droit en fait, même pour attraper un verre. Je devais m'aider de mon autre bras pour que mon bras tienne le verre. Enfin, voilà, ça a été tout un truc, donc ça a été très compliqué. C'est là qu'on se rend compte que quand on bouge pas, quand on peut pas bouger, les muscles fondent en fait. Et moi, j'avais aucun muscle dans mon bras. Faire ce geste-là, j'en étais incapable. Quand je suis sortie de l'hôpital, il fallait que je me serve d'une canne ou de béquille, je sais même plus. Enfin, j'arrivais plus à me servir de ma jambe. J'arrivais pas à la lever, j'arrivais à rien faire. En fait, les muscles avaient fondu en un mois de temps, en fait, ça avait fondu. Moi, honnêtement, à cette époque-là, je m'étais dit que non, le centre, ça servait à rien et que de toute manière, j'allais réussir à me rééduquer toute seule. Enfin, c'est le truc. T'as 15 ans, t'es un peu borné, enfin t'es un peu con, clairement. Tu réfléchis pas au long terme, en fait. Tu te dis que là, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Et heureusement que mes parents ont écouté l'équipe médicale et non pas juste mon propre avis, parce que moi, j'avais qu'une envie, en fait, c'était d'aller chez moi, de mettre dans mon lit, sous la couette, et de ne plus parler à personne. Mais bon, il a bien fallu faire de la rééducation, et honnêtement, je regrette pas, parce que aujourd'hui, j'ai une mobilité qui est tout à fait correcte après tous ces mois de rééducation. Tout à l'heure, je vous parlais de la mise en place de la sous-cutanée. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 8 ans. J'ai eu 8 ans de sous-cutanée. Alors, c'est pas de la sous-cutanée comme on pourrait l'entendre où on se fait une injection dans la peau et c'est réglé. Là, en fait, c'était un système avec un produit qui devait passer tout doucement. Donc, en fait, j'avais des petites pompes qui poussaient le produit et ça passait. Alors, je me souviens qu'au tout début, ça passait en 1 heure et après, le dosage a légèrement augmenté. Donc, on est passé sur 1 heure et quart. Et j'avais 2 flacons, donc 2 pompes et je devais le faire passer à 2 endroits différents. Donc, au début, en fait, on choisit des zones qui ont du gras. Alors, je me souviens que les médecins avaient un peu rigolé, entre guillemets, parce que j'étais hyper fluette. Et à l'époque, la question était dans quoi on va piquer, parce qu'il faut piquer dans du gras. Donc, en général, on choisit soit les cuisses, soit les bras, donc ici, soit le bas du ventre. Et moi, il se trouvait que les bras et le bas du ventre, il n'y avait rien. Donc, on a pris les cuisses. J'ai fait la sous-cutanée dans mes cuisses pendant 5 ans, jusqu'à ce que ça devenait douloureux, en fait. Enfin, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée sur la sous-cutanée, tout ça, pour un peu lever le voile sur ça parce que c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas, donc je pense que j'en parlerai un peu plus en détail. Donc ensuite je suis passée au niveau du ventre, j'avais un peu plus de gras, 5 ans après voilà, j'avais eu ma puberté et tout ça, donc j'avais plus de forme, plus de gras et tout ça, ce qui n'était pas du tout possible à l'âge de 15 ans. Donc je suis passée en sous-cutanée, je l'ai fait pendant 3 ans jusqu'à ce que
je ne puisse plus. En fait, physiquement, ça devenait très compliqué pour moi de me piquer. Au tout début de la mise en place de la sous-cutanée, c'est mon père qui me posait la sous-cut. Je me souviens que j'avais des patchs EMLA anti-douleur. Alors honnêtement, en surface c'est bien, mais on sent quand même ce qui se passe en dessous. Donc les patchs, je crois que j'ai fait à peu près un an avec et après j'ai décidé de m'en passer parce qu'en plus c'était toute une logistique de il faut les mettre une heure avant, patati patata, enfin voilà. Donc j'ai fini par faire 100 et c'est mon père qui me faisait la sous-cutanée au début. Donc il avait été formé par l'équipe médicale et pour lui c'était pas un souci jusqu'à ce que moi je lui dise que j'avais envie de tester. Donc voilà, j'ai fait 8 ans de sous-cutanée et au bout d'un moment en fait la peau a dit stop, j'en peux plus. Et moi je suis arrivée à un stade où c'était vraiment compliqué pour moi de faire le geste. En fait j'arrivais en fait à trembler au moment de le faire, donc c'est pas l'idéal. Donc j'ai demandé à passer en perfusion intraveineuse. Donc ça c'est quelque chose qui se fait assez facilement dans ce genre de traitement. On peut en fait changer, alors le but c'est pas de changer tous les 3 mois, mais au bout de quelques années changer. Je vais pas m'étaler sur la perfusion en intraveineuse parce que je vais en faire des vidéos, enfin j'en ai une en tête en particulier, non, même deux d'ailleurs. Donc je vais pas m'étaler dessus, mais sachez que juste au début ça se fait à l'hôpital parce qu'en fait on change de molécule, parce que la molécule qui est mise en intraveineuse ne peut pas être passée par les veines et inversement. Donc en fait on change de molécule, on passe sur une hospitalisation de jours, donc on reste la journée et on nous surveille pour voir si on supporte bien la molécule. Donc moi j'avais demandé à faire ces perfusions à domicile, donc j'en ai fait 2 fois de suite à l'hôpital en hospitalisation de jour pour surveiller mon état, tout ça, et voir si la tolérance était ok. Et ensuite, ça s'est passé à domicile. Donc, je ne vais pas m'étaler parce que vraiment, ça va faire l'objet de vidéos dédiées. Sachez juste qu'actuellement, je suis toujours en perfusion intraveineuse. Je ne suis pas repassée à la sous-cutanée. Et par contre, je suis récemment passée en hospitalisation de jour pour le faire. Mais ça, voilà, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée parce que si je commence à en parler maintenant, ça va vraiment durer longtemps. Déjà, je pense que c'était une longue vidéo de base. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai sans doute oublié des trucs, mais c'est pas grave, je les rajouterai soit au montage, soit il y aura d'autres vidéos dédiées. De toute façon, c'est prévu puisque j'aimerais faire une vidéo vlog style une journée avec moi, avec mon traitement, tout ça. Je sais pas trop comment je vais appeler ce truc-là, mais j'aimerais bien faire ça pour montrer un peu l'envers du décor, en fait, la réalité de, alors pas de mon quotidien parce que c'est pas quotidien, mais la réalité de ma vie en tant que personne avec un problème de santé et qui a un traitement, tout ça. Donc ça, j'aimerais en faire une vidéo vlog en fait où je prends ma caméra, je vous emmène avec moi. J'aimerais également faire une vidéo sur sous-cutanée vs perfusion intraveineuse et je pense que ce sera dans la même vidéo mais une version hospitalisation à domicile et hospitalisation de jour, donc à l'hôpital, pour un petit peu comparer parce que pour le coup j'ai 15 ans d'expérience dans ce domaine là et je pense que je peux apporter mon avis en fait, et puis pouvoir échanger avec d'autres personnes aussi. Je pense que moi j'aurais aimé tomber sur des vidéos de ce style là quand ça m'est arrivé, tout ça donc à l'âge de 15 ans. Donc là je me dis que pourquoi pas faire une vidéo de ce style. Et j'aimerais aussi faire une foire aux questions sur le déficit immunitaire, sur tout ce qui englobe le déficit immunitaire, donc ce dont je vous ai parlé dans la vidéo, tout ce qui est diagnostic, hospitalisation, suivi médical, parce que pareil j'en ai pas parlé, mais évidemment que j'ai un suivi médical de l'espace, encore plus avec les récents soucis de santé que j'ai eus. Pareil, ça sera dans d'autres vidéos. Il y aura pas mal de médical concernant 2025 dans les vidéos. Et donc j'aimerais bien faire une FAQ sur tout ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, peu importe la question, mais vraiment, ça peut être une question un peu technique, entre guillemets, parce que je ne suis pas médecin, mais ça peut aussi être une question sur mes ressentis, sur plein de choses en fait, même sur peut-être la vie de mes proches ou ce genre de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a l'espace commentaire pour ça. Je pense que je mettrai aussi une boîte à questions sur Instagram au moment de la sortie de la vidéo. Comme ça, si vous avez des questions à poser, vous pourrez aussi me les poser sur Instagram. Si par exemple vous n'avez pas de compte YouTube, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir en fait d'en faire une fois en question. Et encore une fois, le but c'est de...
j'allais dire démystifier, mais non. Le but c'est vraiment de lever le voile sur des choses qui sont pas très connues, qui peuvent être tabous. Je sais que moi quand j'ai commencé à parler de ce problème de santé que j'ai, la plupart des gens étaient là un peu gênés et ne savaient pas quelles questions poser. Et quand les gens posaient des questions, souvent c'était désolé de te poser la question, mais en fait non, moi je préfère qu'on en parle ouvertement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit une seule question ou 12 questions, n'hésitez pas, ça me fera un grand plaisir d'y répondre. Et puis je pense que c'est la fin de cette vidéo cette fois. N'hésitez pas à la liker parce que je pense que c'est une vidéo qui parlera pas à tout le monde. Donc si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner également. Donc d'autres vidéos suivront. Alors ça sera pas dans l'immédiat, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir au moment où je la filme, mais ça sera pas un mois complet sur le déficit immunitaire. Ça sera réparti parce que j'ai pas envie non plus d'être centré que sur ça. Vous savez, hein, j'aime parler de plein de sujets. Donc ça sera au cours des semaines qui suivent. Je pense que ça va s'étaler sur l'été probablement. Donc là on est au mois de mai au moment où je filme. Je pense que oui, ça ira jusqu'à peut-être le mois d'août. On verra bien comment ça se passe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.